Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'avoir Laurent Bernet aujourd'hui. Laurent, ça fait plaisir d'être dans le business des glaces en cette période d'intelligence artificielle. Hello Younes. Ouais, bah écoute, je crois que tu sais un petit peu, tu connais un peu mon parcours après avoir fait plutôt 30 ans dans le conseil et le service, d'être sur des choses, d'être sur un produit qui est très concret et sur lequel l'impact aujourd'hui de toutes les nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et de tout ce qu'on voit autour est pour l'instant assez faible. Même si on pourra en discuter, il y a des points très intéressants qui pourraient être amenés à mieux piloter une entreprise et la gestion notamment, voilà, on en a aussi déjà parlé, mais sur la météo, sur la gestion du staff, et cetera. Mais oui, ça fait du bien d'être en contact, avec des gens, en fait. Je n'aurais jamais pensé imaginer commencer un podcast de cette manière, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se passent quand tu commentes l'actualité. Donc toi, Laurent Bernet, grand entrepreneur genevois, passionné de business, passionné de sport, notamment du foot. J'avais complètement oublié et tu étais mon entraîneur quand j'étais à l'école de foot, quand j'allais avoir peut-être 7-8 ans, même si on n'a pas beaucoup d'années de différence. Tu es engagé dans plein de projets. Donc, tu étais justement dans cette fiduciaire familiale pendant plusieurs années. Maintenant, tu es l'heureux propriétaire et manager de Gelatomania. Et tu me parlais justement avant que tu fais aussi partie du comité de l'association qui va gérer l'Eurofoot 2025 féminin. Tu arrives à nous en dire un peu plus, comme ça on peut faire un peu plus de pub. Et on Ouais, parlera bien aussi sûr, après du, bien sûr. du, du Ballon d'Or. J'aimerais avoir ton opinion aussi. Voilà, je te le donnerai avec grand plaisir. Écoute, oui, bah, je suis membre de cette association. En fait, la ville et le canton qui sont hôtes de cet Euro féminin qui aura lieu donc en juillet 2025, a créé une association qui a pour but de la coordination, entre les différentes entités, que ce soit l'UEFA, la ville, le canton, le Stade de Genève, et cetera, pour, l'organisation de cet Euro. Et puis, qu'il y a aussi l'idée, dans l'idée, c'était aussi de la promotion, du foot féminin et du sport féminin en général, avec une idée de legacy et de laisser un héritage, pour les années futures. Donc, pas forcément s'arrêter pile à la fin de l'Euro 2025, mais de continuer et d'avoir des, un impact en fait sur cette cause qui aujourd'hui, je pense, est très intéressante. Je pense que pendant très longtemps, on a négligé un peu le sport collectif féminin. On l'a pas assez mis en avant. Il y avait pas forcément assez de structures et de choses mises en place, ce qui fait que si on regarde, on a une génération, en tout cas, qui a plutôt fait des sports individuels, hein. Les filles ont souvent fait plutôt, de l'équitation, du tennis, de la gym, de la danse, mais si tu regardes en pourcentage ou en comparaison avec les garçons qui ont plutôt fait des sports collectifs, voilà, je trouve que c'est intéressant d'essayer de pouvoir recentrer et donner la possibilité aux filles, aux jeunes filles de faire des sports collectifs, pour plein de raisons qu'on pourra évoquer éventuellement plus tard. Ok, je te remercie. Et tu vois il y a quand même déjà un petit engouement à une année, même pas, enfin une année de l'euro. Tu penses que ça, tu vois que c'est en train de prendre ou est-ce qu'on doit encore pousser un peu pour démocratiser le foot féminin et le foot en général? Parce que c'est vrai que quand tu vas à la Praille, tu n'as pas forcément beaucoup de spectateurs et des fois, c'est un peu dommage. Donc, comment on pourrait aider? Alors voilà, ça c'est la grande question. Comment faire pour aider? Moi, je pense que faire pour aider, c'est un processus qui est plutôt un processus long. L'engouement, il commence à être là. J'étais hier soir au match Suisse-France à la Praille. On voit qu'il commence à avoir de l'intérêt pour un match en semaine à 21 h, donc un horaire qui n'est pas favorable à faire venir ses enfants et les gens qui sont scolarisés. Il y avait quand même 10 800 personnes. Moi, j'étais plutôt surpris en bien. Alors, c'est clair que c'était une jolie affiche, c'est clair que c'est clair que c'est l'équipe de Suisse. Je pense que c'est difficile de te dire aujourd'hui comment faire exactement pour pouvoir plus mettre en avant. Il faut savoir que le foot féminin en particulier, c'est quand même quelque chose qui est relativement récent, on va dire. Tu parlais de l'époque où je t'entraînais. Il y avait effectivement le club de Chênois féminin, mais qui était la figure de proue du foot féminin genevois en tout cas, et même en Suisse romande. Mais il y avait
pratiquement aucun club dans la région de Genève qui avait d'autres équipes féminines. Pratiquement tous les clubs ont une équipe féminine, donc on sent qu'il y a un gros progrès et d'ailleurs ça crée quand même des problèmes d'infrastructure, de place et de mise à disposition des terrains, parce que forcément c'est des équipes supplémentaires. Mais l'évolution elle est déjà très grande par rapport aux 25 dernières années. Il faut laisser un peu de temps. Il faut laisser un peu de temps à ce que ça s'implémente. Il faut que ça soit aussi dans la culture. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus ancré, beaucoup plus facile d'une fille qui a 10 ans dit à son père, j'aimerais faire du foot. Je pense qu'à l'époque, dans la génération précédente, c'était quand même quelque chose qui était un peu, pas forcément mal vu, mais c'était pas aussi je ne pense pas que les parents ont fait beaucoup d'efforts pour inciter leurs enfants et leurs filles, je veux dire, à faire un sport collectif comme le foot. Donc là, je pense qu'il y a un changement de mentalité. Et puis, ben voilà, après, il faut un peu de temps. On sait que c'est des questions de génération. Aujourd'hui, je pense que je n'ai pas les chiffres exacts, mais on a doublé, triplé le nombre de licenciés féminines au foot. Elles ont entre 10 et 14 ans. Donc, le temps que ça arrive à l'élite, voilà, il va falloir un petit peu de temps. Après, inciter les gens à venir aux écoles, à venir au stade, je pense que c'est en parlant beaucoup. Je pense que c'est en essayant aussi d'avoir, et j'en avais déjà parlé une fois précédemment donc quand on m'a posé la question, mais d'avoir aussi des icônes dans le sport féminin. Aujourd'hui, il y en a beaucoup dans le sport masculin. Euh, je pense que tu parlais du Ballon d'Or. Je pense que c'est important que dans la cérémonie, on parle aussi des filles, qu'on les mette en avant, que ce ne soit pas un prix anodin. Et voilà, ça fait partie des choses. Quand les filles pourront s'identifier à quelques idoles, je pense que ça va démocratiser aussi beaucoup, beaucoup le sport féminin et le foot féminin en particulier. Donc, on voit qu'il y a une grande passion pour le foot. Ton parcours, en quelques mots dans le foot. Donc, je sais que tu as été un joueur de bon niveau. Oui, alors il faut Je relativiser un mets la petit peu. Non, pression. non, j'ai eu la chance d'être effectivement, en tout cas dans la partie jeune, jusqu'à l'âge de 18 ans, d'être plutôt dans l'élite du foot. J'étais à Chênois pendant un moment, après j'étais à Servette pendant quelques années, puis je suis retourné à Chênois une saison et demie comme à plein temps dans l'équipe première qui naviguait en deuxième division à l'époque. On était dans le semi-professionnel, tous les joueurs quasiment, à part les étrangers, avaient un job à côté, mais on s'entraînait quand même 6 fois, enfin avec le match, on était 6 à 7 fois, enfin quasiment tous les jours au stade. Ça m'a permis de voir que l'investissement pour arriver au haut niveau, c'est compliqué. Ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et à l'époque, comme je le dis, on était loin du professionnalisme d'aujourd'hui. Il y avait pas toutes ces structures qui étaient en place pour le repos, la récupération, les soins, etc. Donc voilà, après, je me suis assez vite rendu compte que j'étais au plafond. Euh, et puis après, il fallait faire des choix aussi par rapport à la carrière professionnelle. Ensuite, j'ai navigué assez longtemps en deuxième ligue. Après, j'ai commencé à entraîner très jeune. Enfin, j'entraînais quand j'étais à Chênois à 18 ans. Donc, euh, donc, j'ai c'est là où je t'ai entraîné l'élite des moins de 12 ans pendant 1 ou 2 années. Et puis après, j'ai pris des adultes. J'ai continué ma carrière de foot là-dedans. Après, j'ai intégré des comités de foot. Je suis toujours resté un peu dans l'environnement du foot. C'est aussi lié à, à ma jeunesse où mon père était dans le comité du Servette dans les années 80. Donc, j'ai toujours aimé participer aussi dans le monde associatif, donner de mon temps pour des choses qui ont de la valeur pour moi. Donc voilà un peu ma carrière, on va dire, en guillemets, dans le sport et dans le foot. Donc, énorme expérience dans le foot et dans nos dernières discussions, je vois que ça a pu influencer aussi ta manière de manager, de prendre des décisions et tout. Et puis, avant de plonger dedans pour voir quel type de joueur tu préfères ou tu as en tête, il y a eu pas mal de polémiques autour du Ballon d'Or qui a eu lundi, donc il y a 2 jours en arrière, où justement le Real de Madrid a boycotté la cérémonie parce qu'ils ont appris que Vinicius Junior ne l'aurait pas. Et donc là, le Ballon d'Or a été attribué à Rodri. Qu'est-ce que tu en penses et ouais, ton opinion là-dessus? Ouais, je pense que c'est comme souvent quand il y a quelque chose d'un peu arbitraire, qui est pas, qui est basé sur des critères qui sont pas forcément des critères objectifs, mais légèrement subjectifs, il y a toujours matière à discuter.
Hem, Personnellement, je trouve que cette année, je pense qu'ils ont voulu quand même montrer quelque chose. C'est qu'il y a il y a l'aspect palmarès qui a toujours compté énormément dans ce jeu du Ballon d'or. Hem, je pense que dans les années précédentes, il y avait ce duel entre 2 joueurs, qui a duré pendant de nombreuses années et il y avait beaucoup moins de polémiques. Là, c'était beaucoup plus difficile, je pense, à avoir une unanimité sur le choix. Je pense qu'ils ont voulu récompenser aussi quelqu'un qui montre un certain exemple sur un football, sur une façon d'être en dehors, sur et en dehors des terrains. Hem, Moi, je suis personnellement plutôt content du choix, même si je dois reconnaître que si on prend la valeur intrinsèque et l'impact, sur les résultats, peut-être que c'est à discuter et voilà donc c'est ce qui est intéressant, c'est que ça suscite, enfin ça débouche sur le débat des critères et ça, je pense que, hem, peut-être que l'UEFA devrait peut-être être un peu plus opaque sur la façon dont elle décide, dont les votes ont lieu. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel est le critère le plus important, la pondération, tout ça, on n'a aucune idée. Puis finalement, c'est le vote d'un certain nombre de personnes, donc c'est quand même un consensus. C'est pas une personne qui a décidé que le Ballon d'Or devait être attribué à Rodri. Donc quand on est dans le consensus, comme quand on dirige une entreprise ou comme quand notre gouvernement qui prend des décisions à 7, je pense que souvent, c'est des décisions qui sont plutôt justes, qui sont en tout cas pas injustes. Mais donc pour moi, il y a pas une injustice en tout cas à ce que Rodri ait le Ballon d'or. Après effectivement, peut-être que Vinicius le méritait tout autant ou que Carvajal le méritait tout autant. Peut-être plus pour l'ensemble de sa carrière, mais est-ce qu'on donne un Ballon d'or pour l'ensemble de sa carrière? Voilà, je crois que c'est pas trop l'idée. Là, j'aime bien, c'est qu'on remet un petit peu le collectif au centre du débat. Rodri, c'est quelqu'un qui essaie pas forcément de créer tous les projecteurs sur lui, mais c'est quelqu'un qui a un impact très fort sur l'ensemble de l'équipe et sur la façon dont il a un impact sur l'équipe, je trouve ça très intéressant. Donc, moi, personnellement, j'étais plutôt content sur le choix qui a été fait. Et justement, pour faire le parallèle avec le monde de l'entreprise, en fait, vu que toi, voilà, maintenant, ça fait, je pense, une trentaine d'années que tu gères des business, tu as beaucoup d'expérience là-dedans, gérer des équipes. Pour toi, quel est le type on va dire, de A player ou B player, ou enfin de personnes que tu aimes t'entourer avec? Donc, est-ce que tu préfères des gens qui vont être un peu à la Vini, super brillant, mais un peu, on va dire, individualiste, même si c'est pas forcément le bon terme, ou quelqu'un qui travaille dans l'ombre et puis qui va pousser l'équipe de l'interne, mais qui n'est pas forcément mise en avant et que souvent aussi dans le monde corporate, on récompense pas forcément. Donc, je pense que le foot est représentatif de comment doit être structurée une entreprise pour moi. C'est que en fait, il faut pas, il faut des profils qui sont différents. Il faut des profils qui te permettent de faire donc aussi des grands pas ou si tu veux, des avancées dans le développement de ton entreprise ou le développement d'une équipe et pour faire ce développement, tu as besoin autant d'un Vinicius qui va pouvoir peut-être débloquer des situations, qui va pouvoir peut-être à un moment donné faire la différence. Donc, tu as aussi besoin d'avoir ce genre de personnes qui sont pas plus individualistes, mais qui ont un rôle plus, ouais, sur lequel le rôle est complètement différent par rapport à un milieu de terrain ou quelqu'un qui va devoir un impact sur l'ensemble de l'équipe avec un leadership très fort. On parlait de Rodri, mais je crois qu'on en avait déjà discuté une fois, je crois que je t'avais donné mon avis là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, si on fait un point de situation et on regarde qui sont les grands entraîneurs du moment, ben, on se rend compte que c'est quasiment exclusivement des milieux de terrain qui avaient un rôle de leadership déjà à l'époque dans les équipes dans lesquelles ils jouaient, hein. On parle d'Ancelotti, on parle de Pep Guardiola, on parle de gens qui ont voilà, qui sont tous des joueurs qui ont joué milieu de terrain. On a rarement vu un centre avant ou un gardien de but devenir des grands entraîneurs d'équipe parce qu'en fait, dans le rôle qu'ils avaient déjà à l'époque, on voit que c'est une forme d'intelligence ou une forme avec des skills qui sont plus liés à la performance individuelle, mais tu as besoin de ces performances individuelles. Tu ne peux pas, une équipe ne peut pas fonctionner avec 11 Vasseur Träger ou des gens qui sont là que pour faire du job, voilà, un job plus collectif, qui est de positionnement, qui est de placement sur le terrain, qui est un rôle peut-être un peu plus ingrat et moins visible que celui qui va marquer des buts.
Mais par contre, dans une entreprise, tu as besoin, c'est impossible de fonctionner sans ces personnes-là et c'est impossible de fonctionner sans un très bon gardien de but ou un très bon centre avant. Donc, voilà, c'est vraiment, moi je pense que et à l'époque, enfin, je me suis occupé souvent du recrutement des jeunes ici. C'est vrai que dans le CV, et ça m'a souvent été pas reproché, mais on avait l'impression que je faisais du favoritisme par rapport à ça, mais j'ai toujours aimé les gens qui avaient eu une expérience dans le sport collectif. Le sport collectif, il t'apprend 2 choses. Il t'apprend, notamment à te retrouver avec des gens avec qui tu ne te retrouverais pas forcément naturellement. Donc il y a une forme de tolérance et d'adaptation par rapport à des personnes qui viennent d'un autre milieu ou qui viennent voilà, d'univers complètement différents. Et puis après, tu te retrouves sur un terrain où tu dois arriver à tirer à la même corde, même si c'est pas ton meilleur ami. Et je pense que ça, c'est un peu l'idée aussi de l'entreprise, c'est de dire, ben, tu vas te retrouver avec 50, 60, 80, 100, 120 personnes, avec forcément avec qui tu n'as pas forcément un des enfin, voilà, une certaine, ouais, des atomes crochus dès le départ. Mais par contre, avec qui tu dois essayer de faire avancer les choses et ça, vraiment, j'ai toujours trouvé très intéressant et le sport collectif, ça t'apprend ça. Ça t'apprend aussi beaucoup d'humilité par rapport à des choix qui sont faits. Le choix de pas être, un titulaire et d'accepter que sur certains projets, tu vas être remplaçant ou tu vas pas être mis en avant. Si tu dois accepter qu'il y a des jours où ça va bien fonctionner, des jours où ça va moins bien fonctionner, des jours où toi, tu es moins bien, tu vas pouvoir te reposer aussi un petit peu sur un collectif. Alors que quand tu es dans un sport individuel, ben, quand tu fais une mauvaise performance, forcément, ça a un impact sur ton résultat. Alors que si tu fais une mauvaise performance dans un collectif, peut-être que ça n'aura pas un impact sur le résultat final. Et un jour, c'est toi qui as besoin d'aide, un jour, c'est toi qui vas donner de l'aide. J'aime bien cette idée du rôle qui peut être inversé. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé, et c'est pour ça aussi que maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de faire la promotion du sport collectif pour les femmes, parce que je pense que cette initiation assez tôt dans la vie, hem, je pense que c'est hyper intéressant et ça forge un peu, ce qui peut être ton avenir professionnel aussi et ton adaptabilité à des situations et des qui vont être forcément, amenées que tu vas forcément être amené à rencontrer dans ta vie professionnelle. Donc je vois que tu mets vraiment en avant les soft skills et ça fait plaisir à entendre parce que souvent on parle que des hard skills, mais là on voit que voilà, dans ta manière de voir les choses, ta perception, tu mets ça en avant et tu parlais de leadership. Donc pour toi, c'est quoi un bon leader? C'est quoi ta définition du leadership? Tant, dans la gestion, on va dire, peut-être des conflits, tant, dans la récompense des employés, aussi, dans ta prise de décision, en fait? Ouais, les soft skills, c'est aujourd'hui quelque chose dont on parle énormément, parce que je pense qu'on s'est rendu compte que dans un monde qui évolue, extrêmement rapidement aujourd'hui, où, ben, aujourd'hui tes enfants, ils commencent l'école, ils ont peut-être une idée d'un métier qui existera peut-être plus ou qui existera de manière différente. Je pense que les soft skills te permettent d'avoir une plus grande adaptabilité à des changements, à des contextes et c'est vrai que bah, forcément, on a besoin de compétences. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un certain niveau d'instruction pour faire certains métiers, mais que ça peut être, enfin, on parlait des glaces avant, mais que ce soit un métier artisanal, que ce soit quelque chose qui est fait avec les mains ou qui est fait avec la tête, comme la médecine ou autre. On a besoin d'avoir des compétences et connaissances. Mais c'est vrai aussi et je pense que c'est important de mettre en avant, c'est qu'on engage aujourd'hui des gens, non pas par rapport à leur CV, mais plus par rapport à leur personnalité. On engage des personnes. Et comment alors maintenant on identifie ou comment est-ce que qu'est-ce qu'un bon manager? Pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui va toujours essayer de mettre en avant le travail qui est fait par son équipe, qui va avoir un rôle de protection comme comme le rôle du père de famille ou le rôle de ou le rôle peut-être voilà, d'une personne qui, voilà, qui va se soucier des gens, qui va se soucier de l'état de santé, va se soucier de l'état de santé mentale, de l'état de santé physique, qui va s'intéresser à la personne et pas uniquement
au travail qu'il va effectuer dans la journée. Donc, un manager, c'est quelqu'un qui va pouvoir sentir les choses, qui a ce côté, bah, effectivement, des soft skills qui sont plutôt très développés. Et pour moi, aujourd'hui, le manager, c'est pas forcément celui qui a les plus grandes compétences. C'est compétences techniques, hein, j'entends. Aujourd'hui, on a tendance à souvent récompenser quelqu'un qui fait un parcours technique irréprochable et lui donner un rôle de manager. Et ça, pour moi, c'est une grande erreur. Il faut laisser les gens qui sont très bons techniquement et qui, s'ils sont très bons techniquement, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font, enfin, c'est qu'ils aiment le rôle qu'ils ont et qu'ils n'aiment pas forcément un autre rôle qui serait plutôt un rôle où ils vont peut-être avoir moins d'impact sur des travaux qui sont des travaux sur lesquels ils ont, enfin, je sais pas, je vais donner un exemple, mais si quelqu'un adore opérer, ben, il faut le laisser opérer. Il faut pas lui demander de prendre un rôle, de la gérer une équipe, si c'est pas vraiment ce qu'il aime. Et ça, aujourd'hui, c'est dur pour l'ancienne génération, enfin, de comprendre qu'on met pas celui qui a les plus de diplômes et le plus de compense comme manager, mais on met celui qui a ces soft skills qui sont pour moi très importantes ben voilà, on y revient, de l'empathie, de se soucier des gens, de se soucier de la qualité de l'environnement de travail, de mettre en place certaines choses. Et puis, je pense que le matin, ton équipe, elle fonctionne bien si la personne avec qui tu travailles, elle s'identifie aux valeurs que tu as. Donc, ça aussi, c'est important, c'est que elle soit en phase, complète avec ce que tu as en tête et ta façon de diriger. Donc, si quelqu'un vient le matin et se dit: «Ben, mon patron, je j'ai aucun respect pour lui, j'ai pas de» ben, ça va être compliqué, en fait. Et justement, comment tu as fait maintenant que tu as un rôle un peu plus externe, à Berne associé la fiduciaire, mais comment vous avez fait pour, garder cette culture d'entreprise depuis quand même 1990? Si je ne me trompe pas, ça fait, 34 ans maintenant que votre entreprise, existe et justement avec les va-et-vient, j'imagine qu'il y a quand même un certain turnover, il y a des process qui changent, il y a des nouveaux services qui arrivent et comment vous avez fait justement, pour garder cette culture et cet ADN qui vous représente? Ouais, bonne question et puis surtout, c'est vrai que, il y a des effets un petit peu, enfin, il y a des choses qui sont venues complexifier tout ça, en fait. Je pense que quand tu es dans une certaine taille, la transmission, des valeurs ou la transmission de l'ADN, elle est plus simple. Quand tu commences à être un certain nombre, aujourd'hui, il y a plus de 180 collaborateurs dans l'entreprise, alors que quand on a commencé, on était, ben, voilà, on a commencé à 3 personnes en 1990. Moi, j'ai rejoint en 1993, on était 12. Ben, c'est un effort, en fait. C'est un effort, mais il faut avoir la volonté de vouloir essayer aussi de conserver ces valeurs et l'ADN. Alors ce qui aide beaucoup, c'est que, bah, c'est mon père qui a créé l'entreprise, je l'ai rejoint d'abord, après mon frère l'a rejoint, donc il y a le côté famille toujours présent et puis après je pense que ce qui fait une grande différence, c'est l'accessibilité. Il faut toujours que les gens qui sont à la tête de l'entreprise restent très accessibles et pas accessibles pour une poignée de gens, mais accessibles pour le 100 des collaborateurs. Avoir cette idée que la porte est ouverte à tout le monde, que si tu as envie de discuter ou de parler avec un associé, je pense que c'est très important de pouvoir conserver ça. Et puis après, ben voilà, la transmission de tout ça, elle est par l'exemple. Bah, voilà, après je pense que c'est comme j'ai dit avant, quand tu viens au travail, je pense que c'est plus facile si tu t'identifies aux gens qui la dirigent, il faut que tu enfin, c'est pas plus facile, il faut que tu puisses t'identifier aux gens qui la dirigent pour que cette continuer ces valeurs. En plus, on a toujours essayé de mettre en avant certaines choses. On a essayé de mettre en avant justement le sport comme moyen essayer de s'échapper, de récupérer, de prendre du temps pour la réflexion. C'est un moment où, quand tu fais du sport, c'est normalement un moment où tu as pas d'écran et c'est un moment où tu peux, ben, faire tourner, résoudre des problèmes. On a souvent évoqué ça avec d'autres associés ou même d'autres personnes qui font de la course à pied, par exemple. Souvent sur la première demi-heure de course à pied, tu vas être en train de réfléchir à tes problèmes, du moment, c'est-à-dire, la gestion peut-être de tes enfants, la gestion des problèmes qui sont liés à ta famille, des problèmes liés à travail et cetera. Puis après, quand tu as fait la première demi-heure de course, ben, tu rentres dans des choses un peu plus profondes où tu vas te poser des questions sur des choses qui sont un peu plus éloignées et puis, je pense que ça, c'est très intéressant et
Donc on a toujours fait la promotion. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup investi dans le sponsoring et le parrainage, de sportifs parce que pour nous, c'est un parallèle qui est assez important avec le sport. C'est cette idée de se fixer des objectifs, d'essayer de les atteindre, de tout mettre en place pour les atteindre et puis cette idée de la dépense, du dépassement de soi. Je pense que c'est très intéressant au-delà du fait que c'est aussi très, très bon d'un point de vue santé mentale et santé physique. On parle beaucoup de sport et je trouve que c'est vraiment une base fondamentale et que ça apporte énormément de choses. Par contre, il y a un élément, où sur lequel j'aimerais avoir ton opinion, c'est, en tant que sportif et surtout quand, tu as été dans l'élite sportive de haut niveau, tu as toujours cette, je pourrais dire fâcheuse tendance à être très compétiteur, et c'est pas forcément la bonne chose à faire dans le business parce que, voilà, si ton compétiteur, il n'a pas des produits, top ou, une bonne réputation, bah, tu vas te caler dessus, puis c'est pas ça qui va t'amener forcément le succès. Mais comment tu fais pour, si vraiment est-ce que tu as cet esprit de compétition? Je pense que oui. Et si oui, comment tu fais justement pour le mettre de côté des fois pour ta prise de décision, pour pas qu'elle soit trop émotionnelle et pas en train de scanner l'environnement chaque jour ou chaque semaine? Comment tu t'y prends par rapport à ça? Mmh. Bon, alors, je pense que, alors, si on faisons un parallèle avec partons du sport d'abord. Je pense qu'effectivement, pendant une période, j'étais vraiment dans la compétition et je l'ai été pendant très longtemps. Et je pense que ça, c'est important de garder à l'esprit que quand tu fais quelque chose, et pour lequel tu as mis beaucoup d'énergie, tu t'es entraîné plusieurs fois, tu as sacrifié du temps, tu as sacrifié du temps peut-être sur tes études, c'est pour arriver à c'est pour avoir un certain résultat et donc ce certain résultat, il va par un esprit de compétition malgré tout et je pense que dans la vie professionnelle aussi, quand tu veux arriver, à il y a des objectifs collectifs, mais il y a aussi des objectifs personnels. C'est là où tu veux arriver. Si un jour tu veux monter les échelons, si un jour tu veux passer de quelqu'un qui est dans une équipe, mais être le responsable, de l'équipe ou être responsable des clients ou avoir un portefeuille qui s'agrandit, avoir une évolution dans ton entreprise, tu dois quand même avoir un petit peu cet esprit de compétition, mais qui doit pas être au détriment des autres. Moi, jamais fait, des entraînements où je me suis jamais fait chercher le dépassement de soi pour le prendre au détriment de quelqu'un. C'était plutôt dans l'idée que si je vais progresser, si je vais avoir cet esprit de compétition, ça va avoir un impact sur le collectif. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça marche bien en entreprise ou en société? C'est quand tu gagnes, quand tu arrives à atteindre un objectif que tu t'es fixé en équipe. Après, cet objectif, peut être plus ou moins haut. Il n'a pas besoin d'être toujours, voilà, j'ai fait aussi des marathons où tu te retrouves vraiment dans la masse, quoi et pour moi, mon objectif, c'était de les terminer ou d'améliorer peut-être mon temps, de peut-être, de le faire avec quelqu'un et qu'on arrive les 2 au bout, de s'aider mutuellement pour que la personne qui faisait peut-être son premier marathon, bah, je l'accompagne peut-être jusqu'à l'arrivée. Donc je pense que c'est important quand même se fixer un objectif. Après, est-ce qu'on est dans la compétition ou pas? Je trouve ça un peu différent. Mais se fixer un objectif, que ce soit individuel ou collectif, je pense que ça aide aussi à, à te driver et ça t'aide à te motiver à faire certaines choses. Si tu étais sans objectif, je pense que tu viendrais assez vite dans une forme de routine qui est pas très, très intéressante non plus. Je pense qu'on a besoin d'être stimulé d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, la compétition, c'est où est-ce que tu mets le curseur? Et si tu mets ton curseur qui est sur, la compétition et être individuel au détriment du reste et du collectif, je pense que c'est pas très bon. Mais 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 si on se met d'accord, si on se met d'accord ensemble, pour moi, c'est important quand même de fixer des objectifs, ouais. Et donc en termes d'objectifs, j'en parlais au départ, qu'est-ce que c'est bien d'être dans un business de glace maintenant. Ça fait quoi? Quelques mois maintenant que tu es, à temps plein dans Gelatomania, même si ça fait plusieurs années que tu avais fait l'acquisition, si je me trompe pas. Ouais, Tu avais besoin de changements par rapport à Bernard Associés? Tu avais besoin d'un nouveau challenge? Qu'est-ce qui t'a fait bifurquer, on va dire? ouf, ouais, c'est un long processus. J'ai travaillé ici pendant 30 ans et aujourd'hui, je suis toujours membre du conseil d'administration, je suis toujours actionnaire de l'entreprise familiale. J'ai toujours un intérêt à voir ce qui s'y passe. Je suis toujours stimulé par voir le développement et par voir, la progression de personnes avec qui j'ai travaillé pendant longtemps. Voilà, c'est plusieurs facteurs. Ça fait longtemps que j'avais envie de pouvoir aussi
me mettre plus sur un projet plus personnel. Effectivement, on a fait l'acquisition, des glaces il y a quelques années. Je le faisais, en dehors du business de la famille. Là, j'avais envie de pouvoir me consacrer pleinement à ça. J'avais besoin aussi de retrouver une certaine, enfin voilà, une certaine motivation dans c'est difficile en fait quand tu vends des heures en fait, tu es surtout toi, tu es sur un critère de nouveau très objectif, très, enfin non enfin subjectif pardon. Quelle est la valeur d'une heure de conseil à ton client? Une fois ça peut valoir très cher parce que tu lui as donné un excellent conseil, tu lui as permis de sortir d'une situation très délicate et peut-être qu'une heure, il a pas forcément, enfin voilà, tu as rien débloqué, tu as perdu peut-être du temps, donc peut-être que ça vaut zéro. Donc c'est très subjectif et puis surtout c'est un combat un petit peu pour défendre un petit peu ce que tu as fait, on a souvent l'impression que les choses prennent pas beaucoup de temps alors qu'elles en prennent beaucoup plus que ce que les gens peuvent imaginer. Donc là, j'avais envie d'être quelque chose de très concret en fait. La glace, on la vend à un certain prix, du moment que tu arrives et que tu connais le prix, on n'est plus dans le subjectif, on est dans l'objectif. Est-ce que tu es prêt à payer, 5,30 € pour une glace ou pas? Est-ce que l'expérience que tu as faite, elle te plaît ou plaît pas? Et fait, tu vas revenir ou pas? Voilà, ça m'intéressait d'être je pense qu'on est monté à un nombre à 280 personnes qui ne correspondait un peu moins à ma façon de voir l'entrepreneuriat. Moi, j'aime peut-être les structures où je me sens plus à l'aise. Ouais, c'est peut-être plutôt ça dans une structure plus petite où j'ai l'impression d'avoir un impact sur l'ensemble de l'équipe. À 180, tu peux pas, c'est plus difficile. C'est plus difficile d'être présent pour tout le monde. C'est plus difficile voilà, de pouvoir, ouais, c'est vrai que ça crée des frustrations, en fait. Pour moi, ça crée beaucoup de frustrations et redescendre dans une taille, plus petite, je pense que ça me correspond beaucoup plus. Je pense qu'il y avait aussi un gros potentiel de développement, que ce soit dans la façon dans les processus dont on fabrique, que ce soit dans le management des équipes, que ce soit dans le produit en lui-même, dans l'expérience client. Et puis voilà, j'avais très envie de pouvoir essayer de voir quel impact, je pourrais avoir dans cette nouvelle, activité. Maintenant, ben, voilà, comme tu l'as dit, c'est encore très récent, donc vers moyen long terme, je suis quelqu'un qui a toujours aimé faire beaucoup de choses, donc est-ce que je ferais que ça? Je ne pense pas. Aujourd'hui, ça me permet aussi d'avoir du temps pour les autres associations auxquelles je suis relativement actif. Donc voilà, je suis content d'avoir ce moment un peu de pause et puis, ce qui est très intéressant, c'est que on est sur 2 business qui sont complètement différents. Le business de la fiduciaire, c'est vraiment un business où il y a très peu de moments de repos, on va dire, ou de moments, plus calmes. C'est vraiment à haute intensité, je dirais, de manière continue, du 1er janvier au 31 décembre avec, enfin, avec beaucoup de surprises, avec, des choses que tu peux pas planifier. Dans mon activité qui est une activité saisonnière, bah, il y a une période d'exploitation qui représente les moments où on est ouvert, avec des problèmes liés à l'exploitation, qu'il y ait de la glace à midi dans toutes les boutiques, qu'il y ait des gens qui vendent la glace, à midi qui soient présents, donc des problèmes d'effectifs, des problèmes techniques, de frigo qui fonctionnent pas, de problèmes d'approvisionnement de la marchandise ou autre. Puis après, tu as une période de réflexion qui est au moment où on arrête, c'est-à-dire maintenant au 15 mars qui va être la réouverture, où tu es dans travailler tes recettes, travailler tes fournisseurs, réfléchir à des partenariats, trouver des nouvelles arcades. Voilà, donc on est sur 2 rythmes qui sont différents et ça, je pense que c'est pour moi un grand changement que je découvre. Donc, aujourd'hui, je peux pas encore te dire si ça me convient bien d'être peut-être dans un rythme un peu différent, mais c'est aussi quelque chose, je pense, qui est très intéressant d'expérimenter et je me réjouis de pouvoir le faire. Est-ce que tu es venu avec ta casquette chez Gelatomania de plus de créatif, ou quelqu'un où tu es venu avec ta casquette d'expert en process, management, avoir les choses vraiment carrées, comme tu le faisais à la fiduciaire? Je me sens absolument pas comme quelqu'un d'expert dans les processus. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui a toujours fonctionné sur l'intuitif, donc et créatif. Donc la fiduciaire, notamment sur les dernières années, j'étais responsable de l'équipe, enfin de tout ce qui est de la partie communication, ce qui est la partie, parrainage, ce qui est la partie, people. Donc je m'occupais, j'avais le rôle d'associé dans les ressources humaines. Donc je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir cette possibilité de sentir les choses et en fonction de ce que je sentais, de pouvoir, adapter,
très rapidement, certaines choses. Donc je suis pas quelqu'un de très carré, ça j'ai jamais été quelqu'un comme ça. Heu, donc ça, je préfère le déléguer. Donc, moi, c'est plutôt l'aspect créatif et puis surtout d'arriver avec, l'expérience de Bernet dans le management aussi des équipes, dans l'organisation des équipes, dans la définition des rôles, d'essayer de mettre justement plus en avant. Je pense qu'on était quand on est dans la fabrication et l'exploitation de la glace, c'est un peu comme, ouais, ça peut être appréhendé à d'autres métiers, mais c'est très hiérarchisé. C'est celui qui il y a un responsable de la production et cetera et moi, je pense que il faut essayer d'arriver à impliquer le maximum de gens, le maximum de personnes, qui se rendent compte qu'ils ont un rôle très important. L'expérience client, pour moi, c'est clé dans tous les métiers, dans tout le que ce soit du service ou de ce que je fais maintenant aujourd'hui. Et puis, tu peux faire très bien les choses en amont, c'est-à-dire, bien sourcer les produits, tu peux les fabriquer de la meilleure manière possible, te donner, le plus grand soin pour que les boutiques soient propres, que tout mais si à la fin, la personne qui fait le dernier geste, qui est le moment de l'acte de vente, il le fait mal, bah, l'expérience client, elle va être ratée et donc tu vas mettre, tu vas tu vas faire que tout ce que tu as toute l'énergie que tu as donnée faut dépenser pour pouvoir faire bien les choses, le 90 ben, il va être d'un coup, complètement loupé parce que la fin, voilà, elle est pas bonne. Donc j'attache autant d'importance sur la production, sur, toutes ces choses-là et voilà donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Pour faire un zoom in justement sur ce business de la glace, un marché assez concurrentiel, plus comme, des saisonniers comme tu le disais parce que vous fermez, l'hiver. Ça vous permet de faire d'autres choses. Le marché genevois est assez petit. On voit souvent que quand on est en B2C, c'est assez compliqué même s'il y a des très bons restos, cafés ou d'autres marques, en B2C qui marchent très bien. Comment tu fais face à ces challenges? Est-ce que déjà tu les rencontres ces challenges ou est-ce que tu arrives à les survoler assez facilement? Est-ce que tu as des key learnings, de ces derniers mois, que tu aimerais partager avec nous? Ouais, hem, c'est un business que je pense est quand même plus facile que le business de la restauration, proprement dit, si on parle de l'expérience, que j'en ai, parce que j'ai aussi travaillé un petit peu j'ai eu quelques expériences dans l'entrepreneuriat dans la restauration. Pourquoi? Parce que c'est un monoproduit, c'est un produit qui se conserve bien, donc c'est un produit que tu maîtrises bien, que tu peux quand même où tu peux relativement anticiper. Par rapport à la météo, aujourd'hui, voilà, tu sais, plus ou moins quel vo le volume que tu vas faire, si un dimanche, il fait grand beau en plein mois de juin avec un spread horaire de midi, minuit sur 6 boutiques. Donc c'est quelque chose que tu peux anticiper un peu mieux, je trouve, que la restauration, dans le fait que la restauration, tu es obligé de proposer, peut-être 5 6 entrées, 5 6 plats, un plat du jour. Donc, en termes voilà, du sourcing et de la maîtrise des coûts sur la marchandise, c'est plus compliqué. Donc là, je pense que ça, c'est plus facile. Et puis après, ben, nous, on a repris quelque chose d'existant. Donc, on a quand même tout l'historique, qui nous permet d'adapter, de faire un petit peu voilà, de la planification sur les équipes. Les équipes sont payées à l'heure, donc ça permet aussi de gérer tes coûts, de main-d'œuvre de manière un peu plus aisée que dans la restauration où c'est plus difficile d'avoir des gens à l'heure. Tu dois notamment enfin, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de sécurité, donc ils ont besoin d'avoir un revenu, assuré, donc c'est je pense plus difficile. Les challenges de la concurrence, ben, aujourd'hui, pour moi, je trouve que la concurrence, c'est toujours quelque chose de plutôt sain. Même dans la restauration, je trouvais que s'il y avait 3 ou 4 restaurants l'un à côté de l'autre, ça fonctionnait généralement mieux qu'un restaurant isolé, dans une zone où il était tout seul. Pourquoi? Parce que, ben, déjà, tu as l'attractivité d'un restaurant te permet de donner de la visibilité à celui qui est à côté. Peut-être que, si tu as du monde, qui veut aller je sais pas, chez nous, puis qui voit qu'il y a trop de monde, il se dit qu'il va aller dans le magasin qui est suivant, puis ça lui permet de faire une expérience et puis de comparer aussi. Donc, aujourd'hui, la concurrence, ben oui, elle existe. Aujourd'hui, je pense qu'on est aussi dans un produit qui est quand même relativement bon marché, qui permet à n'importe qui, ben, aujourd'hui, si on parle de la conjoncture qui est peut-être un peu plus difficile, on parle de l'inflation.
Aujourd'hui, je vais dire une famille qui a envie de faire plaisir à ses enfants, d'aller acheter une glace, ça reste quelque chose qui est, d'un point de vue, coût, toujours gérable. Aller au restaurant à 4 ou 5, c'est une autre expérience et c'est un autre coût. Donc, j'ai cette chance aujourd'hui d'avoir un produit qui est relativement bon marché, et donc aujourd'hui, la concurrence, honnêtement, c'est pas vraiment un problème. Je pense aussi que pour la concurrence, ça va être de plus en plus compliqué de venir, comme acteur parce qu'il y a des investissements quand même relativement lourds au départ, hein. Il faut quand tu dois faire ton centre de production, si tu le fais pour une boutique, ton coût de production, il va être très élevé. Quand tu le fais pour 4, 5, 6 boutiques, c'est différent. Tu peux diffuser, tu peux le diluer, tu peux diluer l'investissement. Et puis aujourd'hui, de te dire que je vais commencer par, créer un labo et avoir tout de suite 6 établissements, déjà il faut les trouver, il faut trouver les emplacements. Mais là, c'est un investissement qui est énorme. Donc est-ce que tu as envie de prendre ce risque de lancer, une nouvelle marque et de partir avec 6 établissements d'entrée? Je pense que c'est plus difficile. Après, il faut avoir aussi beaucoup d'humilité. Je pense que, aujourd'hui, ça marche plutôt bien, mais, c'est de nouveau, je pense que et ce qui est intéressant, c'est toujours de la remise en question, de voir qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu peux, je parlais de l'expérience client, qu'est-ce que tu peux améliorer dans l'expérience client pour rester toujours, enfin voilà, hyper attractif par rapport aux autres. Non, c'est plutôt stimulant la concurrence, en fait. Je trouve très stimulant, en fait. Et justement, tu parlais de cette complexité de lancer un business. C'est vrai que maintenant, comparé à quelques années en arrière, bah, tu as tout ce qui est e-commerce, tu as besoin de plus en plus de capitaux. Tu as aussi un changement de comportement des consommateurs qui, pour certains, vont moins sortir, ils vont moins au ciné, moins au musée, et cetera. Mais d'un côté, justement, ça augmente les barrières à l'entrée. On se plaint souvent de Genève que ça bouge pas assez. Quel est ton point de vue là-dessus, vu que, bah, voilà, tu es un des pionniers, hein, on va dire? Je pense que l'attractivité de Genève, elle est plutôt forte, en fait. Heu, moi, j'ai l'impression que sur les 20 dernières années, il faut faire un petit effort aussi quand quand tu veux trouver des choses à faire, mais il y a 1000 choses à faire. Je pense que la ville, le canton ont fait d'énormes efforts. Je trouve qu'il y a une diversité dans ce qui est proposé qui est énorme. Heu, on se plaint de dire qu'il se passe rien, mais au contraire, il se passe énormément de choses. Il faut juste avoir un peu de curiosité et de faire un tout petit effort. Hem, puis aussi par rapport à l'attractivité, je pense que c'est un qui est intéressante pour essayer de tester des business. Après, quand on parle souvent, enfin, souvent avec les startups ou avec des projets d'investissement, on est souvent dans l'idée du développement futur, donc la scalability de ton projet. Là, c'est plus compliqué peut-être, mais en termes de marché pour tester, je pense qu'il est hyper intéressant, au contraire. Je pense que c'est un endroit parfait pour tester puisqu'on est dans une taille moyenne avec un pouvoir d'achat qui est relativement élevé, avec, voilà, un intérêt et une culture qui fait une cu enfin, les gens sont plutôt cultivés, les gens ont plutôt voilà, on a un niveau moyen qui est relativement élevé, donc je pense que c'est très intéressant. Moi, j'ai constaté aussi que d'un point de vue touristique, je pense qu'on reste, une destination, enfin qui est relativement bien visitée. Tu disais que les gens sortaient moins et faisaient moins de choses. J'étais à Madrid ce week-end, j'ai jamais vu autant de monde, en fait. Je pense que je pense que le covid aussi a amené cette idée que, peut-être on a envie de faire les choses de manière, beaucoup plus spontanée. On est moins dans la projection, sur 2 ou 3 ans, mais on est sur, de faire une projection de mes activités très à court terme. Donc je pense que ça aide aussi, à faire que les gens se déplacent et autres. Après, quand on parle des spectacles et du cinéma, on est dans un autre domaine, mais, je sais pas si on parle du sport, puisque effectivement, c'est quelque chose que je connais peut-être un peu moins que la culture. Ben, il y a toujours autant de monde, voire plus de monde qui va au stade, il y a plus de monde qui a envie d'aller à la patinoire. Il y a un intérêt pour ce qui est, le live qui a jamais été aussi forte. Le prix des billets ou la demande pour aller voir un match de foot en vrai, ben, elle a jamais été aussi forte et c'est pour ça, qu'aujourd'hui, ça crée une certaine frustration de ne pas pouvoir, des fois accéder à certains événements. Ça peut être même les concerts, quand on regarde les concerts enfin, c'est sold out, c'est très vite, donc non, je pense qu'au contraire, je pense que, les gens ont besoin d'avoir des choses qui sont, où on se rencontre, où on se voit, on se parle, des choses très concrètes. Hem
ça va vraiment pas diminuer cet aspect-là. Donc là-dessus, je suis plutôt très confiant pour Genève et confiant de manière générale, sur le fait qu'on a envie de faire des choses, de sortir de chez soi. Est-ce que justement tu penses qu'il y a un manque d'ambition de certains entrepreneurs ou peut-être même politiques, à Genève? Et est-ce que c'est quelque chose que, toi tu penses que c'est une de tes qualités que tu mettras en avant justement? Enfin, tu parlais de 4 ou 6 shops, dans lesquels tu vends ta glace. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à un moment donné, Gelato Mania, sauf erreur de ma part, existerait à New York ou à San Francisco ou, à Milan ou autre? Est-ce que tu as cette ambition justement de tu parlais de scaler avant. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Pour le moment, j'ai quand même encore envie de bien comprendre le business, avant d'essayer de le faire sortir déjà de Genève. Je pense que la première étape, ce serait plutôt de canton. Bah, ça implique, voilà, la mise en place de processus qui sont un peu différents et de nouveau, on viendrait à cette problématique. Aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'avoir un responsable pour une seule boutique à Lausanne, par exemple, ou est-ce que j'ai envie d'avoir un responsable pour déjà 2 ou 3 boutiques? Donc c'est pas le même développement. Mais à terme, évidemment, je trouve que c'est intéressant de vouloir scaler un peu. Le faire dans d'autres pays, c'est à discuter. Ça m'intéresse de comprendre si c'était possible. Alors, ça, j'ai déjà la réponse, c'est possible. Aujourd'hui, mes glaciers qui sont les personnes qui ont le plus de compétences et sur lesquelles, voilà, c'est la réussite, leur revient énormément. Aujourd'hui, ce seraient des gens que je peux très bien, envoyer pendant 2 mois, dans un pays, au Portugal, peut-être, je ne sais pas, même dans un pays même beaucoup plus lointain pour faire une formation. Après, est-ce que c'est des marchés que je connais, que je comprends bien? Je ne sais pas, mais pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est pas forcément le but. Le but, c'est plutôt essayer de comprendre, c'est d'essayer d'améliorer, certains, comme je l'ai dit, sur le sourcing, sur le processus, sur l'expérience client, mais oui. Le manque d'ambition, écoute, je pense pas qu'en fait, les gens manquent beaucoup d'ambition. Je pense que ce qu'on manque un petit peu, c'est plus de l'aide et du soutien. On revient toujours au même sujet, mais aujourd'hui, la fiscalité d'un entrepreneur, enfin, pour moi, elle est aberrante quand tu payes sur l'outil de travail et que tu dois sortir de l'argent, pour pouvoir, payer l'impôt qui est dû sur la valeur de ton entreprise, qui est une valeur, définie un peu virtuellement. Enfin, pas virtuellement, mais selon des calculs qui correspondent peut-être pas à la valeur que serait prêt quelqu'un à racheter ton business. Je pense que ça commence par là. Enfin, malheureusement, les dernières votations ont fait que je pense que c'est un sujet qui est pas compris par les gens, mais ça me paraît assez simple. Si aujourd'hui je dois sortir de l'argent en forme de dividende pour pouvoir payer l'impôt du propriétaire ou de l'actionnaire, versus laisser de l'argent dans l'entreprise pour des investissements futurs, ben, là, je pense qu'on a compris que ces 100 000 francs que je retire et non pas pour augmenter mon train de vie, mais pour payer de l'impôt, ben, si je les laissais dans l'entreprise, ben, je pourrais développer peut-être de manière plus rapide. Et donc ça, c'est une des premières aberrations et une des premières difficultés. Puis la deuxième difficulté, c'est que je pense que le rôle de l'État, le rôle des gens qui aujourd'hui nous gouvernent, c'est quand même d'essayer de stimuler de stimuler l'entrepreneuriat et je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, c'est indéniable, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Hem voilà, je pense qu'il y a trop de freins, en fait. Et le frein principal, c'est, ben, l'accessibilité à des locaux, l'accessibilité à la main-d'œuvre, l'accessibilité, à de l'argent. Ouais, c'est ça qui freine beaucoup. C'est pas l'ambition. Moi, j'ai rencontré à travers Genilem et Pulse, notamment, beaucoup de jeunes entrepreneurs. L'ambition, ils l'ont, même ils ont une ambition qui est beaucoup plus grande que peut-être la génération d'avant, puisque eux, ils sont ultra motivés par développer des projets entrepreneuriaux et ça, je trouve que c'est hyper réjouissant parce que ça va nous faire progresser. Mais par contre, les barrières, elles sont trop grandes. Aujourd'hui, on devrait avoir un fonds, qui investit, de manière, ouais, je dirais pas massive, mais de manière importante dans le développement et l'aide, le soutien aux gens qui créent, quoi. Ouais, je te rejoins sur ce point. Même si des fois je trouve qu'on manque un petit peu d'ambition, on fait les choses de manière trop petite, mais après voilà, c'est mon point de vue. Mais c'est vrai qu'en termes de financement, on est dans une des pires régions du monde, pour pas dire, enfin d'Europe, mais même du monde pour lever des fonds et puis, justement, même si tu lèves, 200 150 000 ou 200 000 balles,
tu tiens pas longtemps, tandis que dans d'autres pays, ça peut tenir, déjà plusieurs années. Et je sais pas, enfin, moi, j'ai pas forcément de réponse parce que on pourrait dire que l'État devrait financer un peu plus, mais est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État? Ça devrait être un peu plus du rôle des privés, mais malheureusement, ça suit pas. Donc, c'est vrai qu'il y a des projets, il y a des entrepreneurs, mais, à un moment donné, l'argent, c'est le nerf de la guerre et si tu en as pas et comme tu dis, bah, tu pourrais penser que lancer un business de glace, c'est assez facile, mais le capex est élevé, donc même les loyers, les salaires et que les barrières à l'entrée sont de plus en plus élevées. Donc ça m'amène sur mon prochain point, en fait, et ça, c'est vraiment un point qui me tient à cœur parce que, je vois beaucoup de gens, tant en corporate, tant en entrepreneurs, sur la prise de décision. Il y a beaucoup de gens qui osent pas prendre de décisions, ou qui savent pas comment le faire. On le voit même en politique que c'est pas parce que tu as fait des super, hautes études que tu es forcément bon à prendre des décisions. De ce que je connais de toi, de ta réputation, de votre business familial qui existe depuis, plus de 30 ans, c'est-à-dire que les choses marchent. Comment tu t'y prends, en fait? C'est assez vague, c'est assez vaste comme question, mais si tu as certains tips. Hem, Très compliqué. Je pense que en fait, si je prends l'expérience, Bernet ou c'est je pense que et on revient à quelque chose que j'ai dit avant, c'est vraiment une réussite collective. C'est pas la réussite d'une personne ou la réussite d'une seule vision. C'est la confrontation des visions, c'est le fait que voilà, c'est que le collège des associés aujourd'hui, c'est cette personne, c'est des visions différentes, c'est des skills qui sont dits tout différents et c'est cette mixité qui fait que je pense ça aide de prendre les bonnes décisions. Ça aide, à un moment donné peut-être, bah, voilà, que quelqu'un prenne en lead un projet qui est en lien avec, ses capacités et sur lesquelles il est très fort. C'est de pouvoir avoir, je pense que mon père avait cette vision de dire que, ce qui fonctionne bien aussi, c'est de pouvoir avoir, de répondre vraiment à l'attente du client. C'est de se dire, en fait, se mettre dans la peau du client et aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être des fois ce qui manque à certaines entreprises. Quand je vois certains échecs, c'est de se dire: «Ben, moi, ma vision, c'est que ça fonctionne comme ça», mais c'est ta vision, et ce qui est plus important, c'est de comprendre pourquoi, ben, que ce soit dans un business de glace ou dans un autre, pourquoi la réception, ben, elle entend pas la même chose ou elle voit pas la même chose et et je pense que se soucier des gens, se soucier des clients, c'est vraiment le point clé pour réussir dans ton business. Si tu résous pas un problème, si tu soulages pas un problème, si tu réponds pas à un problème, ben, je pense que tu sers vraiment à enfin, voilà, à rien. C'est comme j'ai dit avant, ça sera fait typiquement une séance où la valeur de ce que tu vas donner, elle est trop faible. Donc la réussite, pour moi, c'est un grand mot. La réussite, c'est quelque chose que tu mesures dans le temps, en fait. C'est de nouveau, je pense que la réussite, tu peux pas la mesurer sur un exercice comptable ou sur le début d'une histoire d'entrepreneuriale. Je pense que tu dois la mesurer sur la longueur et moi, la durabilité d'une entreprise, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. La durabilité, pas au sens, dont on parle beaucoup en ce moment, qui a un aspect plutôt RSE, mais plutôt la durabilité sur le fait que l'entreprise est dure dans le temps. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé dans l'entreprise familiale aussi, c'est de voir comment on peut transmettre, ben, l'ADN, les valeurs et surtout comment elle peut durer dans le temps. Donc ça, c'est le plus dur pour moi. Ça, pour moi, la réussite, c'est vraiment que tu arrives à durer dans le temps et ça se mesure pas sur une ou 2 années, mais ça se mesure sur plusieurs années et c'est la même chose pour les grands clubs de foot. Les grands clubs de foot sont ceux, pour moi, qui ont duré dans le temps et qui font pas d'un coup un coup d'éclat, gagnent une fois un titre et puis après, se retrouvent, voilà, soit rétrogradés, peu importe, mais heu et donc pour arriver à durer dans le temps, il faut tenir compte de beaucoup de choses et avoir de l'anticipation sur, non pas une vision à une ou 2 années, mais une vision qui est beaucoup plus longue. De nouveau, des parallèles avec le foot, mais le Barcelone, il forme, des gens pour le futur, donc je pense que l'énergie où ils la mettent le plus,
c'est sur la formation des jeunes. Et nous, c'est quelque chose, par exemple, sur lequel on a beaucoup insisté, c'est sur le recrutement et la formation des jeunes. Hem on a beaucoup investi là-dedans. Chez Berlin, on a beaucoup investi dans cette partie-là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont des rôles très importants, qui sont même devenus associés chez nous, en ayant démarré pratiquement depuis zéro. Donc, cette durabilité, cette idée de vision qui est plutôt une vision sur du moyen long terme, moi, je trouve que c'est ça qui fait qu'à la fin, tu as de la réussite. Alors, je mets un petit bémol, c'est que la société qui démarre un business, elle a une vision qui est beaucoup sur, enfin, ce qui est du moyen long terme, c'est peut-être, c'est pas la même temporalité que pour l'entreprise qui existe depuis un certain temps. Et c'est des fois aussi ça qui fait qu'une start-up ou une entreprise démarre, hem, elle a de la difficulté à cohabiter avec une entreprise qui existe depuis longtemps, c'est que la temporalité n'est pas du tout la même. C'est qu'une start-up, pour elle, un délai de réponse, c'est important qu'il soit très court, alors que pour l'entreprise ou le client avec qui elle discute, qui est là depuis très longtemps, pour lui, la prise de décision, elle va être plus longue et la temporalité est différente. Donc, voilà, on est dans 2 choses différentes. Mais je dirais que c'est plutôt quand même d'avoir une vision qui est une vision plutôt de dire: «Mais comment je vois l'entreprise? Où je la vois dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être dans 20 ans?» Même si évidemment qu'il y aura plein de changements. Tu dirais que tu es plus, prise de décision justement, donc on comprend que voilà, que c'est ta vision à long terme qui va dicter ta prise de décision et est-ce que tu fonctionnes plus à l'intuition ou plus, tu dirais que tu es plus, data driven? Non, moi je suis vraiment plutôt à l'intuition, et la spontanéité, mais ça, c'est pour la gestion au quotidien, si tu veux. C'est pour tes problèmes, voilà, comme j'ai dit, ponctuels de aujourd'hui voilà, il te manque du staff pour pour que tes boutiques aient 2 vendeuses dans chaque endroit. Donc ça, c'est plutôt des problématiques ponctuelles sur lesquelles, ouais, je suis très spontané. C'est de trouver des solutions et ça, j'aime beaucoup. Par contre, je pense que c'est important d'avoir un arrière-plan et comme je l'ai dit avant, voilà, une vision où est-ce que tu veux amener ton entreprise? Où est-ce que tu veux amener, le développement, que ce soit sur des produits, mais aussi sur, la progression des gens dans ton équipe, quoi. Pour moi, c'est ça, quoi. Donc je suis plutôt spontané, moi, vraiment plutôt. OK. Gestion émotionnelle à fond, quoi. Gestion émotionnelle et justement, est-ce que tu trouves que c'est un management qui est bien perçu par tes collaborateurs? Parce que moi, il y avait une chose qui m'avait frappé, justement, on parlait du et on en parlera maintenant aussi, du tout ce qui est, télétravail et que tu me disais, bah, voilà, si tu as une collaboratrice, qui habite, sur Lausanne, bah, tu, vas lui recommander de faire du télétravail parce que autant qu'elle passe, du temps, proche de sa famille, à bosser depuis la maison, plutôt que de passer 2 ou 3 heures, sur les routes. Donc cet aspect très humain, très sincère, heu, comment c'est perçu par les collaborateurs? Justement, enfin, j'imagine bien, mais est-ce que Écoute, si on parle de manière plus générale par rapport à ça, par rapport à ce télétravail dont on a des avis qui divergent, dont on a je pense qu'il a fallu l'expérimenter, c'est comme beaucoup de choses. Je pense qu'on est passé de pratiquement de zéro télétravail à quelque chose qui s'est démocratisé dans à peu près toutes les entreprises, sauf celles effectivement où tu as besoin d'une présence physique obligatoire, hein. La production de glace, je peux pas le faire en mode télétravail, donc ça ne peut pas exister. Mais je pense qu'on a expérimenté et moi j'étais un des premiers à dire qu'il fallait y aller, enfin plein gaz sur le télétravail. Hem Et notamment, tu l'as évoqué sur les gens qui passent 2 heures sur la route, par jour. Si on fait le calcul sur une semaine, ça représente, une journée de travail, hein, que tu passes sur la route, au détriment d'autres choses, de quelque chose de plus qualitatif, qui est de pouvoir avoir un peu moins de stress peut-être sur, le démarrage de ta journée avec, si tu es mère de famille, père de famille, de t'occuper de tes enfants ou de les amener au sport le soir, enfin différentes choses, d'être partie prenante aussi de cette vie familiale qui pour moi est très, très important, la partie éducative, hein, et cetera. Donc j'y suis revenu un tout petit peu dans le sens où, hem, ça a aussi fait que cette culture d'entreprise et l'ADN dont on parlait avant, qui est si importante pour pouvoir durer dans le temps et pour pouvoir transmettre, aux nouveaux collaborateurs, à la nouvelle génération et autres, c'est plus compliqué et donc je pense qu'il faut essayer de trouver un moyen d'être très cohérent par rapport avec ça et pour moi la cohérence, c'est que
typiquement celui qui a un rôle de management et de transmission, ben, le télétravail pour lui, c'est quasiment impossible. Peut-être pour quelqu'un qui a une tâche, beaucoup plus définie ou qui a besoin de s'isoler de manière, enfin, assez fréquente, qui est quelqu'un qui fait de la rédaction, par exemple, métier d'avocat, ça demande beaucoup de rédaction et beaucoup de concentration. Le métier ici de fiscaliste chez nous, ça demande beaucoup de concentration et de rédaction par rapport à des problématiques, de clients. Ça oui, c'est très intéressant de pouvoir le déployer. Mais après, même pour eux, si tu veux enfin, comment tu veux l'identifier une entreprise si tu ne participes pas à l'effort collectif? Donc, là-dessus, je suis un peu revenu. Je trouve qu'il faut vraiment que ça ait du sens. Celui qui habite à 100 mètres du bureau, je trouve que qui travaille à la maison, ça pour moi, ça a aucun sens. Celui qui a peut-être, dans cette période un moment dans sa vie, peut-être, moins un rôle moins important dans sa vie de famille, je pense que c'est important qu'il soit là et qu'il puisse justement faire peut-être, on parlait aussi là des moments où toi tu as des difficultés, ben, te dire: «Ben, c'est cette personne-là, elle va pouvoir prendre un peu plus sur le leadership, peut-être un peu plus sur le management et puis toi qui as un moment un peu plus difficile pour des raisons X ou Y, de santé ou peut-être même de surcharge de travail ou peut-être de vie de famille compliquée, et ben voilà, bah, tu peux te reposer sur d'autres. Donc, je trouve que c'est vraiment, ça ne doit pas être un truc, j'aime pas trop les trucs trop établis, j'aime pas trop les trucs, parce qu'on a fait comme ça, on doit le faire comme ça, et cetera. Donc là-dessus, c'est la même chose de dire que tous les lundis, je suis en télétravail. Ça a du sens si dans ton organisation, avec, ta femme, avec ton mari, c'est comme ça que ça fonctionne, oui. Mais si c'est pas le cas, pourquoi est-ce que ça serait tous les lundis et pourquoi ça serait pas en fonction des tâches que tu as à faire? Voilà, peut-être qu'on est dans une période plus compliquée où il y a du stress au travail, ben, où tu dois être plus présent pour tes équipes, de montrer leur soutien, c'est ce que j'ai dit avant. Tu fais plus de télétravail et puis peut-être qu'il y a une période où c'est plus calme et puis tu peux plus en faire, je sais pas. Là-dessus, je pense qu'on a un petit peu été on a été très loin dans le processus, on a été très loin dans l'avancement. Puis maintenant, on va adapter un petit peu et puis voilà, ça sera la force des entreprises qui arriveront à trouver le meilleur fit par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est la tendance, hein, moi, j'ai vu pas mal de boîtes maintenant qui veulent plus de télétravail, hein. Ils sont vraiment revenus en arrière parce que, pour certaines baisses de productivité, pour certaines, elles ont du mal à innover parce que c'est justement, discussion à la machine à café, que tu vas pouvoir faire émerger certaines choses. Et puis aussi, tu as l'aspect où, j'ai un ami qui bosse dans une banque et puis, c'est vrai qu'ils ont emménagé, juste avant le covid dans des nouveaux locaux, tu vois? Qui payent je sais pas combien de loyer et tout, puis ils se disent: «Bah, attends, on n'a pas fait tout ça pour être, 3 dans la banque». Donc, je pense que ça va évoluer. Après, tu as toute cette génération, qui arrive derrière qui, eux, veulent pas forcément, travailler travailler, à temps plein, sur site, mais qui veulent aussi cette partie de télétravail. Donc, je pense que ça va pas mal changer encore dans le temps. Je pense que comme tu dis, on va pas arriver sur quelque chose de figé parce que c'est ça qui va faire de toi une bonne boîte ou une boîte qui a un peu plus de peine, c'est cette agilité et adaptabilité, au marché, en temps réel. Donc, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant. J'ai une dernière question pour toi. Quelle question j'aurais dû te poser? Ah, c'est marrant ça. Écoute, je pense que la question que tu aurais dû me poser, c'est est-ce que, je sais pas, comment je me vois, puisque je t'ai parlé souvent d'une projection à moyen long terme, comment je me vois peut-être moi dans 5 ans? Hem, écoute, aujourd'hui, c'est comme je t'ai dit, je découvre aussi quelque chose un peu différent de ce que j'ai fait pendant 30 ans. Donc c'est une question un peu difficile, mais j'aimerais toujours avoir, si je le peux, avoir un impact dans la société ou dans l'entrepreneuriat ou dans mon projet, dans le projet dans lequel je serai. C'est d'avoir un impact sur les gens, d'essayer de leur faire un retour sur mon expérience, de pouvoir transmettre un petit peu, j'aime beaucoup cette idée de transmission parce que souvent on met en opposition les jeunes, les anciens, et cetera. Je pense que chacun aussi a un rôle à un moment donné dans sa vie. Un jour tu l'enfant et tes parents s'occupent de toi, puis un jour tu l'enfant qui s'occupe de ses parents. Et je pense que c'est un peu la même chose dans l'entreprise. Il y a une phase d'apprentissage, puis après il y a une phase où c'est toi qui apprends et c'est aussi une phase où c'est toi qui t'occupes des gens. Donc les rôles s'inversent
Et j'aimerais pouvoir, dans 5 ans, dans 10 ans, avoir ce rôle de transmission, peut-être ce rôle de conseil que j'aime beaucoup, de pouvoir, avec humilité, pas dire que forcément mes conseils sont extrêmement bons, mais pouvoir répondre à des questions liées à l'expérience que j'aurais eue. De dire dans cette situation, comment tu as fait, comment tu as géré pour quelqu'un qui ne l'a pas encore vécu. Et ça, je pense que c'est pour ça, c'est la richesse d'une entreprise aussi, c'est d'avoir cette mixité et ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir des gens qui ont beaucoup d'expérience dans une entreprise parce qu'elles sont là aussi pour ce rôle de mentoring, ce rôle, dont qu'on met pas assez en avant et c'est rassurant aussi pour des jeunes d'avoir des plus anciens dans une entreprise, de se dire: «Ah mais, s'il m'arrive quelque chose, je sais que je pourrais m'appuyer sur, justement, ce qu'eux ont vécu». Donc voilà, dans 5 ans, j'aimerais avoir, peu importe ce que je fais, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai une idée très précise de ce que je vais faire sur les 2-3 prochaines années, c'est développer en tout cas ce nouveau business. Après, comment je vais le compléter? Est-ce que je vais faire d'autres choses? Je me connais assez bien, j'aime plutôt avoir beaucoup de choses, dans mon agenda, un agenda bien rempli. C'est beaucoup moins angoissant pour moi que d'avoir pas grand-chose ou des choses plutôt vides. Hem, mais voilà, un impact quoi. J'aimerais bien avoir un impact, peu importe s'il est petit, grand, c'est pas très important. Là-dessus, j'ai pas une ambition démesurée, mais de pouvoir, transmettre et avoir un impact, autour de moi, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, ouais. OK, bah, je te remercie. En tout cas, ça montre, un de tes traits de caractère de générosité et c'est vrai que dans le monde du business, c'est assez rare. On a plus affaire plutôt à des sharks et des personnes assez individualistes. Et ça vient un truc qui pour moi, ça vient de l'éducation, de mon éducation qui bah, c'est pour moi, c'est très important de dire que tu dois toujours commencer par donner avant de recevoir. Et si tu t'attends à l'inverse, ça va jamais marcher. Donc et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup échangé avec les gens et c'est souvent quelque chose auquel je reviens. Je dis: «Mais si tu développes un business, si tu es au début, les jeunes ici, quand je dis: «Mais comment tu fais pour avoir des nouveaux clients?» Je dis: «Ben, dans un premier temps, il faut pas toujours te dire que ce que tu vas faire, tu dois t'attendre à un retour financier derrière. Tu dois peut-être faut pas faire des choses et rendre des services ou, donner du conseil, peut-être même gratuit. Parce que si tu veux avoir quelque chose en retour, ben, faut commencer par ça et pas l'inverse, quoi. Donc, pour moi, c'est important de se dire que pas tout a une finalité financière ou une finalité, business. C'est que tu peux faire des fois des choses, à donner de ton temps, justement. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, donner de mon temps, être ouvert, disponible, sans se dire: «Mais en fait, est-ce que j'ai de l'intérêt à pour est-ce que ça va m'apporter quelque chose personnellement?» Ben, pas forcément et ça, c'est le meilleur moyen, je trouve, voilà, de faire les choses et ça vient vraiment, ça vient aussi de mon éducation, que ce soit de ma mère, de ma grand-mère et de mon père, et j'ai toujours été un peu comme ça. Donc je pense que c'est un excellent conseil. J'en rajouterai pas plus, à méditer à tous ceux qui se lancent, tous ceux qui sont, entrepreneurs, qui souhaitent le devenir. Donc donner, avant de penser, à recevoir. Laurent, merci beaucoup pour ton temps. À Merci à très toi, Younes. bientôt.